Donc, bonsoir à vous toutes et tous, ici en présentiel sur Zoom. On est là ensemble pour poursuivre cette pratique du calme mental. On reprend avec ce début d'année 2024, donc il y a eu quelques semaines de pause. Bienvenue, j'ai eu l'occasion d'aller à Bodh Gaya avec Aga, de faire des tas de prières de souhait auprès de l'arbre de la Bodhi. C'était les Kadhumonlam. Je pense qu'un certain nombre de vous sont au courant de cette grande réunion annuelle, qui est une réunion annuelle importante, où on se met tous en compagnie du Karmapa sous l'arbre de la Bodhi et où on fait des prières de souhait. C'est une des pratiques bouddhistes. Donc clairement, ça me permet aussi d'enchaîner et de dire, ben voilà, on va poursuivre notre approche bouddhiste de la méditation. La méditation, il y en a d'une foule de formes, bien sûr, et toutes ont leur utilité, leur usage, leur bienfait. Mais ici, on est vraiment dans, j'y pense parce que j'évoque Bodh Gaya, et Bodh Gaya, c'est le lieu où le Bouddha se place au pied de l'arbre de la Bodhi et finit par réaliser l'éveil. C'est quand même un lieu extraordinairement inspirant, vous vous en doutez. Et du coup, ça nous relie aussi, ça me relie dans mon imaginaire, mais ça nous relie tous aussi à travers cette pratique, à cette démarche justement bouddhiste du Bouddha qui se met du temps du Bouddha, c'est pas une démarche bouddhiste, c'est une démarche du Bouddha. Et il se trouve qu'elle va être qualifiée de bouddhiste ensuite, mais c'est une démarche assez absolue qui ne vise pas, pour sa part, à vouloir devenir une espèce de surhomme, ni non plus à s'inscrire comme une espèce d'avatar. Il pourrait le faire, dans le cadre de la tradition hindoue. On pourrait parler d'ailleurs, la tradition hindoue considère le Bouddha comme étant un des avatars de Vishnu, mais lui-même ne se considère pas comme tel. Lui-même se place comme un chercheur et un trouveur, on pourrait dire. C'est-à-dire un chercheur dans le sens où toute sa quête initiale se produit à partir du moment où il sort de son palais, mais on pourrait aussi dire à partir du moment où il est dans le palais. La sortie étant le moment où il va briser l'ordre dans lequel il est inscrit, c'est-à-dire l'ordre d'une succession, du pouvoir. Donc il remet en question cette idée-là, donc du fait de son statut de prince, mais plus important encore, il remet en question de ce fait le sens même de l'existence humaine. Et c'est comme ça qu'il inscrit sa recherche spirituelle. Et c'est de la même manière, de cette façon, qu'il inscrit la pratique méditative qui va être la sienne. Quand il arrive près de Bodh Gaya, il va rencontrer les rishis, les sages, dans la montagne. Il va auprès d'eux recevoir une foule d'instructions. Aucune ne va lui satisfaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il veut... C'est un chercheur d'absolu, mais un chercheur d'absolu d'un type assez rare. C'est-à-dire qu'aucune forme de réponse facile ne le satisfait. C'est pas qu'il veut la difficulté, mais il ne veut pas quelque chose qui appartienne à la dualité. Et ça n'intéresse pas d'obtenir un état qui puisse ensuite être simplement défait du fait qu'il est composé. Bon, alors là, rien qu'en disant cette phrase, ça, ça pose question. Soit elle est évidente pour nous, soit pas tant, finalement. Mais ce que lui cherche à obtenir, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'incomposé, c'est-à-dire de la non-construction. Et ça, c'est quelque chose de très particulier dans sa recherche spirituelle. Donc ça ne l'intéresse pas de se placer dans un état particulier, si ce n'est un état au-delà de tous les états. Un état non conditionné, c'est pour ça qu'il qualifiera l'état qu'il réalise de ni être, ni non-être, ni être, ni non-être, ni l'absence des deux. Et en fait, de quelque chose qui est au-delà de l'existence, de la non-existence, qui est au-delà du bien, du mal, qui est au-delà en fait de toute caractéristique duelle. Et d'ailleurs de toute caractéristique tout court. C'est-à-dire qu'il cherche quelque chose qui ne puisse pas être défait. Et ce qui peut être défait, c'est ce qui est fait, c'est ce qui est construit. C'est pour ça que, en fait, son enseignement est à la fois extrêmement simple et extrêmement exigeant. Étant donné que une des marques de l'existence pour lui, c'est l'impermanence. Une autre marque de l'existence pour lui, c'est l'absence de l'existence d'un soi. Donc c'est à la fois quelque chose de très simple et quelque chose de très exigeant.
Simple parce qu'effectivement, tout ce qui est composé est impermanent, donc on peut très bien comprendre son idée d'impermanence. Et l'idée d'impermanence est l'idée de justement réaliser quelque chose qui soit au-delà de ce qui est composé. Mais c'est au-delà de ce qui est composé, là où ça devient plus difficile à comprendre pour nous, c'est pas non plus un état au-delà de l'existence, au-delà du monde. C'est pas une espèce de paradis dont il nous parle. Donc sa pratique méditative, et nous à sa suite en définitive, elle est faite de ça. C'est-à-dire elle est faite à la fois de l'idée d'une pratique, on fait une pratique, et une pratique en général, si on pratique, c'est pour obtenir quelque chose. Donc il y a quelque chose d'assez commun à tout ce que l'on peut faire. C'est-à-dire on se met en route, on se place dans la situation de, on pourrait presque dire, de produire quelque chose, vu que nous méditons. Et en même temps, il y a cette exigence qui veut qu'on ne cherche pas à obtenir non plus un objet que l'on puisse si facilement saisir. Si on l'obtenait, si on le saisissait, eh bien dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il est composé, ça veut dire qu'il est construit, et pour le Bouddha, c'est pas très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'à partir de l'idée d'un objet qu'on saisit, on peut aussi s'imaginer être le propriétaire de cet objet. Et c'est là la dimension plus psychologique de la pratique bouddhiste, où il n'y a pas non plus l'idée de renforcer le... Alors on pourrait parler de jeu égotique, c'est pas toujours très sympa, parce que en fait, c'est comme si on parle d'une manière très critique des jeux qui sont les nôtres. Ils sont pas toujours justement égotiques, mais ils sont toujours liés à la construction d'une identité, quoi qu'il en soit. On a besoin d'une identité, c'est absolument certain. Mais une chose dont le Bouddha se méfie et dont ensuite toute la tradition spirituelle bouddhiste se méfiera, c'est ce qu'on pourrait appeler le matérialisme spirituel. Shogam Trungpa en a beaucoup parlé, un maître contemporain du XXe siècle. Matérialisme spirituel voudrait dire que tout ce que l'on fait dans le domaine spirituel, on va le réutiliser au profit d'une identité, au profit de la construction d'un personnage. Et c'est en cela où le Bouddha nous tire sans cesse le tapis sous les pieds. Certes, on va méditer, mais on va méditer avec, non pas avec l'idée de devenir un grand méditant. On va méditer et on va essayer de le faire le mieux possible, mais non pas avec l'idée d'obtenir la méditation la meilleure possible. Donc c'est à la fois nous placer dans une démarche, évidemment, vu qu'il faut bien à un moment donné s'asseoir, à un moment donné méditer, à un moment donné prendre ce temps de la pratique. Donc c'est effectif. Puis en même temps, il y a cette conscience très très claire que cela n'est pas vécu ou conçu pour alimenter les stratégies ordinaires du jeu. Donc on n'a pas besoin de devenir quelque chose de comme une espèce de Jean-Marc plus parce qu'on médite. Au contraire, il pourrait presque y avoir une visée contraire, une visée opposée, pas contraire mais opposée, où l'idée est de pouvoir se délester d'une saisie d'un soi qui n'est pas conçu comme existant. Il n'est pas conçu comme existant non pas parce qu'il n'y a personne qui parle et il n'y a personne qui écoute, là nous sommes dans une interaction, donc nous sommes là, nous sommes présents, mais il n'y a pas l'idée que ce je puisse être solide au point où on puisse le saisir et le maintenir. Ça, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on inscrit notre pratique méditative au départ dans cette conscience, donc de quelque chose d'impermanent, de quelque chose d'insaisissable, de quelque chose qui ne vient pas renforcer la solidité d'une identité. Et en même temps, l'on va petit à petit, par la pratique méditative, actualiser cette intention de départ. Pourquoi l'actualiser ? Parce qu'au départ, c'est une idée. Finalement, tout ce que je suis en train d'évoquer peut être tout à fait considéré dans le domaine des idées, et on n'aurait pas tort. Mais la pratique elle-même est conçue comme pouvant donner raison à cette intention. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée d'une expérience. Cette expérience méditative, elle va donner raison à l'impermanence, elle va donner raison à l'absolu ou l'impossibilité de la saisie d'un jeu, elle va donner raison à une identité beaucoup plus transitoire, beaucoup plus souple et constamment en construction, plutôt qu'une identité figée.
Donc en fait, l'expérience méditative va être importante pour que, à travers elle, on puisse réaliser ce qui est l'intention de départ. Donc c'est un drôle de chemin. Mon ami Charles Genoux parle de la non-histoire d'une illusion. C'est assez joli. C'est comme une espèce de chemin que l'on fait, et pourtant, et on le voit dans les textes, et pourtant une fois qu'on est au terme de ce chemin, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de chemin à parcourir. Et pourtant, il y a un chemin à parcourir. Parce que forcément, il y a quelque chose dans l'exercice où, grâce à l'exercice, on finit heureusement par perdre l'objet que l'on cherche à obtenir. C'est pour ça qu'aussi dans les instructions de méditation, quand on parle de Shaktung, je l'ai souvent mentionné, mais on va qualifier la vision supérieure, Vipassana, comme voir ce qui ne peut être vu. Telle est la vision. Donc il y a vraiment l'idée d'exercer. On exerce quelque chose, et on exerce quelque chose afin de pouvoir se libérer même de ce dont on cherche à s'exercer. Donc tout ça, je le pose un peu pour nous rappeler le contexte. Parce qu'il y a eu les fêtes de Noël, on a bu du champagne, il y a eu des petites bulles, c'est sympa et tout ça, et tout va bien. Et puis voilà, on est content de reprendre la pratique. Mais au moment où on reprend la pratique, on reprend quoi? C'est-à-dire on se remet dans quelle perspective, on se remet dans quel fil? Et donc là, voilà, même si toutes ces notions peuvent apparaître paradoxales, ne sont pas toutes saisissables, ne sont pas toutes compréhensibles immédiatement, ça nous replace dans cet esprit d'aventure d'une certaine manière. Et cet esprit d'aventure, c'est le fait de ne pas si facilement circonscrire les contours de la bête. Parce que c'est pas mal d'essayer avec beaucoup de curiosité, de voir ce dont il en retourne, plutôt que de trop facilement dire là c'est les cornes, là c'est la queue. Donc voilà, je pense que cette forme d'introduction, c'est un peu nous dire bon ok, on repart dans l'aventure, on repart encore une fois dans l'exploration, et on repartira toujours dans l'exploration. C'est en ce sens que le chemin se fait, puis en même temps évidemment c'est un non-chemin aussi. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on bétonne non plus. On ne va pas pouvoir pointer du doigt. Mais il y a une pratique. Une pratique, c'est comme la pratique d'un mouvement. La pratique d'un mouvement, un mouvement il est visible, mais un mouvement, on ne peut pas dire tiens ça c'est le mouvement. C'est impossible. On peut faire le mouvement, mais on ne peut pas dire ça c'est le mouvement. On peut montrer le mouvement. On peut exercer le mouvement. Mais on ne peut pas isoler le mouvement de celui ou de celle qui fait le mouvement. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas objectiver le mouvement. Par contre, on peut s'entraîner dans le mouvement. Puis finalement, on va comprendre quelque chose du mouvement. La pratique méditative est un peu comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre. Donc voilà. Ça, c'est pour nous mettre dans l'état favorable. En tout cas, c'est l'intention. Maintenant, je ne sais pas du tout dans quel état ça vous met. Mais bon, là, il y a une part d'exploration chaque fois. Et ensemble, on va commencer par une pratique du refuge, par une pratique du développement de l'esprit d'éveil. Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle, je pense à vous, Christine, ici, par exemple, ici, en présentiel, prendre refuge, développer l'esprit d'éveil, ça, c'est une typique marque de fabrique d'une approche bouddhiste de la pratique méditative. Ça veut dire qu'on place une intention très claire. L'intention, c'est réaliser l'éveil. On cherche à être le Bouddha nous-mêmes, en fait. On ose se dire ça. Et on ose vouloir cela aussi. Donc on va plus loin parce qu'on est plus fou peut-être, mais on ose se dire que le but, c'est plus que d'être calme. Le but, c'est d'être éveillé, en fait. Le but, c'est de réaliser, vraiment de réaliser l'éveil et d'avoir une telle sagesse que l'on finirait par comprendre tout ce qui est à comprendre. Donc on ose cela et on se laisse oser cela. Avec la bodhicitta, l'esprit d'éveil, on apporte une autre teinte, une autre couleur. C'est l'amour et la compassion. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend peut-être au bout d'un moment, au fond de nous-mêmes, que le but du jeu, c'est de se libérer de la souffrance, en fait. Il n'y a pas tellement d'autres buts que ça. Fondamentalement, il n'y en a pas. Il y a pas. Ça ne sert à rien d'autre. Le dharma sert à réaliser l'éveil et à se libérer de la souffrance. La voie bouddhiste n'a pas d'autre sens.
Ça n'a pas le sens de vouloir produire quelque chose, ni rien, ni prétendre à quelque chose. C'est vraiment une antidote ou un antidote à la souffrance, à la saisie d'un jeu, à toutes les méprises qui nous font d'ailleurs souffrir. Hein. Quand le Bouddha, encore une fois, parle d'impermanence, il en parle non pas comme une idée philosophique, il nous en parle comme un peu quelqu'un qui agite la main pour nous dire « Eh oh, les choses sont impermanentes ». C'est pas une idée, c'est juste se réveiller. Se réveiller, c'est-à-dire être ouvert à l'état des phénomènes tels qu'ils sont. Il y a quelque chose de ça. Donc, la bodhicitta, l'esprit d'éveil, c'est puissent tous les êtres s'éveiller à la nature des phénomènes tels qu'ils sont. Et puissent-ils ainsi arrêter de souffrir. Mais arrêter de souffrir d'une manière radicale. C'est pas un peu, c'est pas juste puissent tous les êtres aller bien. Si, c'est très bien. Si tous les êtres peuvent aller bien, tant mieux. Mais c'est plus que ça. C'est plus fou que ça. C'est vraiment, puisse vraiment l'origine de la souffrance être défaite, définitivement et d'une manière radicale. Donc voilà, on se place dans cette idée, grandiloquente d'une certaine manière. Mais du coup, on se place dans une grande et vaste attitude. On place son esprit dans une vaste perspective. Et si on le place dans une vaste perspective, la pratique qu'on va accomplir, elle va se faire aussi dans cette vaste dimension. On va être moins encombré par les petits détails de la vie de tous les jours. Les petits détails, c'est aujourd'hui j'ai pas envie de méditer, ou aujourd'hui j'ai mal médité, aujourd'hui j'ai bien médité. Ça, c'est les aléas. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça a beaucoup d'importance pour nous, parce qu'on n'en est souvent que là. Mais fondamentalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si on a l'esprit vaste, on va pouvoir englober la pratique d'une manière vaste. C'est comme si on part pour faire 10 000 km à pied. Bon, 1 kilomètre de plus, 1 kilomètre de moins, 1 kilomètre de pluie ou 1 kilomètre de vent, ça compte pas beaucoup. Alors que forcément, si notre objectif c'est de faire 500 mètres, donc évidemment que du coup, on a envie que les 500 mètres soient parfaits, avec retour sur investissement. Donc là, on n'est pas dans cette perspective. On est dans une perspective très très vaste. Et c'est pour ça qu'on prend refuge, et c'est pour ça qu'on développe l'esprit d'éveil. Puis ensuite, on peut rentrer dans la pratique, avec cette largeur, ou avec cette largesse aussi. Et donc du coup, cette générosité, à l'égard de nous-mêmes, à l'égard d'autrui. Voilà, on va commencer par là, avec cette prière formulée en tibétain, mais à cet instant, c'est une possibilité toujours pour nous d'être en silence, d'être dans une forme de recueillement et dans un retour vers le sens de cette formule, finalement, qui consiste simplement à dire « puissais-je réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres », en fait. O sangye chu tong tsoge chu nam la chang chu paradu da ne jab zu ji da ge chen tsoge pe su nam ge ro la pen chire sangye dro parai shu sim chen tam che de wa tang de we ju tang den parai ju ji Dungal dong dungal ke ju dong dong warai juru ji Dungal me pe de wa dong ba dong men de warai juru ji Nye ring cha dong nye dong dong we dong nyum Chen bo la na warai juru ji Pal den ca we la ma ren po je da ge je uro pe me Chula Gadin Jenbu Gone Jesунde Gosung Tunge Ngorum Zaldo. Voilà, et donc là on prend la posture, alors celle que l'on peut ou celle que l'on veut, assis sur une chaise, assis sur un coussin, n'importe. La chose importante dans la posture, c'est surtout la colonne vertébrale. C'est important qu'elle soit droite, et que donc du coup nous soyons droits avec, évidemment, idéalement. Et l'idée c'est en fait de pouvoir établir une posture en laquelle les souffles et énergies vont pouvoir circuler le mieux possible à travers tous les canaux subtils du corps.
Et c'est pour ça que cette posture de méditation est adoptée. Mais assis sur une chaise, ça va très bien. Ça nous permet aussi de développer une certaine tenue dans la posture. La tenue dans la posture est importante parce que c'est pas juste la posture du corps, c'est la tenue dans l'esprit qui est placée ainsi. Si on est avachi sur un fauteuil, c'est beaucoup plus difficile d'être très présent à ce qui est en train de se produire. Ici, c'est presque une posture aux aguets. Alors ce serait un peu trop dire parce que ce serait trop d'effort, mais c'est un peu une posture aux aguets dans le sens où si l'on veut porter attention au moindre mouvement dans l'esprit, sans chercher à saisir quelque chose, ça veut dire qu'il nous faut une qualité de présence, donc une qualité de tenue. Donc cette posture, elle est tenue comme si on est, par exemple, courbé attentif pour essayer de capter le moindre bruit qu'on pourrait entendre bruisser dans un buisson, par exemple. Donc on va adopter cette posture du corps pour essayer d'être le plus tendu vers l'objet qu'on cherche à observer. Donc de la même manière, cette posture, c'est pas pour développer une tension évidemment, mais c'est pour développer une qualité de présence. Une présence ici, bien sûr, hein, avec cette idée où l'on revient sans arrêt à rester. Rester, c'est pour dire être ici, c'est pour dire observer ce qui se déroule. Mais toujours avec cette idée large, vaste. Donc on est parti sur un grand chemin. Donc une bonne méditation ou une mauvaise méditation n'a aucune forme d'importance dans une vaste perspective. Une bonne journée de marche ou une mauvaise journée de marche, bon, c'est bien, mais on marche de toute façon pour 10 000 km, admettons. Donc c'est pas très grave, on a d'autres journées pour se rattraper. Donc on n'est pas dans une inquiétude liée à l'objet, on est dans une vaste perspective. Voilà, et puis on porte son attention à cette qualité de présence. On se sert pour ça d'un support. Le support est là simplement pour nous dire reviens. Donc ça peut être le va-et-vient du souffle, ça peut être la présence du corps que l'on sent, le corps sur le sol, n'importe. Et puis ces instructions clés, toujours les mêmes, c'est-à-dire ni repartir dans le passé, ni repartir dans le futur, ni chercher à saisir un présent quelconque. Ça, c'est les instructions clés. Mais elles n'ont de sens que si on observe ce que nous sommes en train de faire. Alors c'est intéressant de se voir partir dans le passé, partir dans le futur, mais c'est encore mieux de se voir revenir. Mais c'est pas grave de se voir partir. Tant qu'il y a la conscience du mouvement, ça va. Mais si on est parti dans le mouvement, évidemment, on n'en a plus conscience. Donc dans ce cas-là, on perdrait cette qualité de présence. Donc voilà, tout simplement. En espérant que vous entendez le gong.
une petite pause. Durant les pauses, ça peut toujours être l'occasion d'une mise au point nécessaire, n'importe, d'une question, d'une remarque, juste pour vous dire. Oh, merci, un petit bonbon qui arrive. Hop. Voilà, on va continuer notre exploration. Donc on reprend notre posture, la même attitude du corps, la même attitude de l'esprit, la même attitude d'observation, de présence attentive. Avec toujours cette possibilité de s'aider du support, bien sûr, que l'on choisit.
une petite pause. On peut bien sûr aussi utiliser le support d'une manière plus ferme, hein. C'est tout à fait possible. Il y a cette fameuse technique qui consiste à observer le va-et-vient du souffle. C'est très très bien aussi, bien sûr. Et dans ce cas-là, on va par exemple décompter. Ça peut être un très court décompte. On peut parfois juste être conscient d'une expiration, d'une inspiration, et c'est déjà très bien. Donc ça peut suffire. Puis ensuite, à nouveau, nous sommes conscients d'une expiration, d'une inspiration, et ainsi de suite. De toute façon, c'est d'instant en instant. Même si on compte 21, ce n'est que finalement une expiration, une inspiration qu'on a continué à observer. C'est pas la même, évidemment, mais ça veut dire que nous avons gardé le fil. L'intérêt dans cette technique, c'est de garder le fil. Si tout à coup on perd le fil, alors on repart au début, bien sûr. Ça permet de mettre l'accent plus sur la concentration, sur le fait de tenir. Mais tenir la concentration, c'est toujours dans la perspective de la présence, tout le temps. C'est pas une fin en soi, c'est comme une espèce de qualité qu'on développe qui va nous permettre ensuite d'être attentifs. D'ailleurs, l'attention, elle se porte à la fois sur le support et à la fois sur la perte de la conscience du support. C'est pas une conscience différente. Jean-Marc, c'est Francis de Béziers. Oui, Francis. Une question par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure au sujet du jeu qui est ou qui pourrait être une identité transitoire et en mutation non figée. Mhm. Alors que d'habitude, on a plutôt tendance à imaginer que le jeu n'existe pas. Là, on parlerait plutôt de quelque chose de transitoire et en mutation. C'est une autre façon d'en parler parce que c'est vrai que quand on dit le jeu n'existe pas, en fait, on est sans arrêt en train de le dire. Donc il y a bien quelqu'un qui dit quelque chose. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un état qu'on pourrait appeler l'absence d'existence du soi. Ça c'est certain. Mais c'est juste une manière de se méfier d'une forme d'identité qui serait comme une espèce d'affirmation du non-soi. Une affirmation du non-soi, c'est pas le non-soi non plus. La réalisation du non-soi, alors je sais pas forcément, bien sûr, je sais pas ce que c'est, je peux pas vous dire voilà ce que c'est la réalisation du non-soi, c'est pas comme ça qu'on procède. Mais la réalisation du non-soi est de toute manière le résultat d'une expérience et est forcément le résultat d'une expérience de quelque chose d'insaisissable. C'est pas comme si on se rapprochait d'une idée. On pourrait dire que c'est l'exercice qui fait que tout à coup, ce jeu transitoire, c'est-à-dire transitoire, c'est dans le sens où on veut l'attraper quelque part et il nous file entre les doigts. Il y a dans les instructions du Mahamudra un passage très... il y a plein de textes de référence. Pour moi, le texte de référence, c'est toujours le Ngedungatso, le séance du sens certain, du 9e Karmapa. Et il y a un passage où il dit on veut poser l'esprit, il ne reste pas. On veut l'envoyer, il n'y va pas. On veut qu'il revienne, il ne vient pas. Donc il y a quelque chose, etc. Il y a une suite de phrases où on comprend qu'on est face à une anguille qui nous file entre les doigts. Et le fait d'être face à une anguille qui nous file entre les doigts, c'est forcément une image, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas tenable, qui n'est pas saisissable. On ne va pas pouvoir, par exemple, tout à coup se dire tac, voilà, là j'ai attrapé le jeu. C'est impossible. Mais cette impossibilité-là est très intéressante pour nous. C'est pas l'impossibilité qui nous met en échec, au contraire, c'est l'impossibilité qui nous fait réaliser la nature du jeu. Donc ce jeu transitoire, c'est le fait que, en fait, on ne va pas pouvoir le matérialiser.
Mais ça, c'est l'expérience méditative qui nous montre qu'on ne peut pas le matérialiser. C'est du fait du développement de l'attention. Donc ensuite, éventuellement, on va pouvoir dire le je n'existe pas. Mais cette phrase, le je n'existe pas, du point de vue bouddhiste, c'est jamais une affirmation, on pourrait dire, absolue. Il n'y a pas un absolu d'absence du je. Parce qu'un absolu d'absence du je serait en totale contradiction avec l'enseignement du Bouddha qui dit ni être ni non-être. Donc, clairement, il le pose comme ça. Il n'y a pas un être, mais il n'y a pas un non-être non plus. Un non-être serait une autre manière d'exister. Comme une espèce d'existence par l'absence. Donc, ça n'irait pas. C'est pour ça que on est toujours à la fois dans quelque chose de très exigeant, mais il ne faut jamais perdre de vue que cette exigence, elle vient du résultat de la pratique. Ce n'est pas une exigence purement conceptuelle. Il y a une exigence conceptuelle, évidemment. C'est très exigeant conceptuellement. Mais n'oublions pas que cette exigence conceptuelle même vient de l'expérience de la pratique. Dans l'expérience de la pratique, concernant le je, c'est comme le Bouddha le dit dans un sutra, il dit, si l'on regarde en les 5 agrégats, c'est-à-dire tous les constituants psychophysiques, je ne trouve pas le je. Et ça, c'est pas une idée. C'est réellement une recherche que l'on fait et on ne trouve pas le je. C'est pas du tout une idée. D'ailleurs, si vous avez un jour trouvé le je, ben vous me l'apportez. Puis dans ce cas-là, ben on verra ce que c'est. Mais ce qui ne nous empêche pas d'exister. Bien sûr, on existe. J'existe en tant que Jean-Marc, tu existes en tant que Francis, tout ça, il n'y a pas de doute. Mais tout cela est transitoire. Forcément. C'est-à-dire que Jean-Marc a 10 ans, je ne sais même plus qui c'est, moi. Mais, par contre, la conscience qu'il a d'exister, elle est intense. C'est pas que j'existe moins à l'âge de 10 ans et plus à l'âge de 61 ans. Pas du tout. J'existe avec la même intensité à chaque moment. Et pourtant, je suis toujours une autre personne. Le jour où on a 80 ans, on existe avec une grande intensité. Pas moins que quand on avait 5 ans. Mais c'est absolument impossible de dire que nous sommes cette personne que nous étions quand nous avions 5 ans. Nous n'avons pas les mêmes intérêts, nous ne percevons pas la réalité de la même manière, donc il n'y a absolument pas de doute. Donc il n'y a pas d'état saisissable qui serait un état saisissable à un moment T, un temps T. Impossible. Cet instant-là, il est déjà non saisi à partir du moment où on cherche à l'appréhender. Donc c'est pour ça que le non-je ou le non-soi, c'est plus un état de chose qu'un état d'être, en fait. C'est pas une essence, le non-je. Sinon, ce serait une ontologie. Ça voudrait dire que notre état, c'est de ne pas être. Et c'est impossible. Mais c'est parce que placé dans le contexte de la pratique méditative, encore une fois, c'est une invitation à l'expérience. Le non-soi est une invitation à l'expérience. C'est pour ça que dans toutes les instructions du Mahamudra, on dit « cherche le je ». On sait très bien qu'on ne le trouvera jamais. Mais en disant « cherche-le », c'est une invitation à l'expérience. On ne peut pas simplement s'installer dans l'idée « ah, le je n'existe pas ». Non, ça ne suffit pas, parce qu'on n'en sera jamais convaincu. Donc il faut l'avoir trouvé, faut avoir voulu le trouver pour pouvoir être certain qu'on ne le trouve pas. C'est pour ça que quand on parle de vipassana, donc l'Aktong en tibétain, on dit c'est le moment de réalisation de vipassana, de l'Aktong, de la vision supérieure, c'est quand on voit que rien ne peut être vu. Ça, c'est la vision. Telle est la vision. C'est exactement ce que nous dit le troisième Karmapa dans les souhaits du Mahamudra. Il ne nous dit pas autre chose. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a vu. On a vraiment vu. Et donc, ça veut dire qu'il faut aller voir.
Et bien sûr que c'est une situation paradoxale. On va voir quelque chose qu'on ne peut pas voir. Mais c'est exactement comme partir à la recherche de la rivière. On a raison de partir à la recherche de la rivière. Simplement, le dé à coudre d'eau de la soi-disant rivière qu'on a enfermée dans notre dé à coudre, c'est pas la rivière, évidemment. Et si on dissèque encore plus cet élément-là, on trouvera encore moins la rivière. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à la recherche de la rivière. C'est la seule manière de connaître la nature des phénomènes, c'est de se rapprocher de la nature des phénomènes, même s'ils nous échappent. C'est pour ça dans tous ces textes classiques, on va utiliser l'image de l'espace pour parler de l'esprit. On dira semblable à l'espace. Pourquoi semblable à l'espace? Parce que l'espace, si on observe l'espace, dans un texte, dans un très beau texte, on dit l'espace est la chose la plus simple, la plus ordinaire que l'on désigne. Tout le monde pointe le doigt vers le ciel. Si on dit c'est quoi le ciel, tout le monde fait comme ça. Tout le monde pointe le doigt au-dessus de lui. Mais en même temps, c'est la chose la plus difficile à pouvoir décrire. Parce que où commence-t-il? Est-ce que le ciel commence là ou est-ce qu'il commence là? Rien que ça. Mais maintenant, cette question-là, elle doit être une vraie question. Sinon, on ne comprend pas. On ne voit pas ce qu'on est en train de dire. Donc ensuite, on dira sans centre ni circonférence. Oui, sans centre ni circonférence. Pendant des siècles, notre conscience occidentale, et même scientifique, et des plus sérieuses, a construit l'idée d'un espace solide. Il y avait les limites de l'espace. Ça nous a pris énormément de temps pour envisager un espace infini. La notion d'un espace infini est une découverte extraordinairement récente. Toute la science occidentale s'est construite sur une idée de solidité, pas du tout sur une idée d'infini insaisissable. Alors que la nature de l'espace est clairement insaisissable. Donc, mais c'est pour ça qu'il s'agit d'une expérience. Si on prend le télescope, bon, eh ben, on voit à 2 milliards, on voit à 3 milliards d'années-lumière, à 4 milliards d'années-lumière. Donc évidemment, si on voit à 14 milliards d'années-lumière, on va finir par forcément, un jour, donc début du Big Bang, forcément aller au-delà. Il y a forcément un au-delà vu qu'il y a un début. C'est pour ça que du point de vue bouddhiste, on préfère dire depuis des temps sans commencement. Parce que si on a un début, on a forcément le début du début. Donc voilà, tout ça est lié au non-soi. Hein. C'est pas du tout différent. Mais il ne faut pas que ça devienne compliqué. Hein. Méditer, c'est simple, on respire, on compte. Point. Et puis après, on réalise le non-soi. Après, on finit par se demander, mais finalement, j'étais plus dans cette respiration-là ou dans celle-là? De toute façon, elles ont toutes disparu. Et nous avec. Donc. Et nous sommes toujours là.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette session. On va conclure par une dédicace, comme toujours. C'est la manière traditionnelle de conclure, mais ça a un sens, c'est un double sens. Le premier, c'est que cela nous permet de nous dessaisir. C'est vraiment comme si on se disait, ben voilà, ce que j'ai accompli, je vous l'offre à tous les êtres, sans aucune exception. Et c'est plus que symbolique. Ça veut dire que finalement, on se dessaisit réellement de quelque chose qu'on voudrait obtenir pour soi. Et puis, ça nous permet de faire le souhait aussi. C'est-à-dire, ça nous permet vraiment de nous dire, ben, finalement, cet éventuel espace de liberté que l'on se met à découvrir, ben, puisse-t-il être découvert par tous les êtres, parce que, encore une fois, toute la démarche vise à la fin absolue et définitive de la souffrance. Ce n'est pas autre chose, l'éveil. Donc, finalement, le chemin que l'on fait, on peut le dédier à tous les êtres, puissent ainsi tous les êtres bénéficier de cette richesse qui découle du fait même d'avoir ainsi cheminé. Voilà, c'est le sens de cette prière de dédicace. Sonam diye tom je zing pane tom ne nye pe danam pam je ne ke ga na je balab tro pa ye si pe zo le do wa do wa ra shu. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là pour cette pratique du lundi soir qui nous a permis ainsi de reprendre les activités. Excusez-moi. Voilà, là j'ai pas réussi à éteindre le micro avant, donc voilà, ça fait partie de la non-maîtrise du micro. Bref, on se retrouve éventuellement mercredi soir pour la pratique de Chenrezi à 18h30, l'enseignement à 19h30, et puis sinon, à bientôt, c'est-à-dire un de ces jours, peut-être lundi prochain, ou à un moment ou un autre. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre soutien, et puis prenez bien soin de vous et bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà.